Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com, tome 3, volume 10. Et j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec une personne non seulement qui est très charmante, mais surtout aussi très talentueuse. Et le trait, je le mets vraiment en évidence. C'est une personne polyvalente et aussi, surtout, capable d'aller chercher plusieurs fréquences. Manuel Tadros, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à toi, Julie. Manuel, si on peut commencer rapidement, tu es une personne qui est née au Caire, en Égypte. Exactement. Et à 10 ans, ta famille a déménagé ici, au Québec, et depuis ce temps, tu es un franco-égyptien, canadien, québécois. C'est ça, oui. Pas mal. Je dirais que je suis pas mal québécois après toutes ces années-là, c'est ça. Ben oui, tout à fait. Mais je vais quand même aborder un petit peu tes origines égyptiennes. Tu avais des grands-parents très croyants, si on peut dire. Ils t'ont amené une notion, une conception, si on peut dire, spirituelle un peu. Est-ce que on peut savoir comment ils t'ont amené justement les pyramides, le 5 et tout ça? Comment ça a été abordé pour quelqu'un qui vit là, au niveau de l'histoire? Écoutez, nous étions une famille quand même modeste, faisant partie des chrétiens d'Égypte, parce qu'en Égypte, bon, il y avait les musulmans, les chrétiens, et il fut une époque où les chrétiens étaient ceux qui avaient les usines, les commerces, c'est ceux qui embauchaient les autres et tout ça. À l'époque du roi Farouk, avant que Nasser ne prenne le pouvoir en 1952, ce qui fait que beaucoup d'Égyptiens chrétiens, comme ceux de ma famille, mon père avait une bijouterie, par exemple. Quand j'étais petit, mon père avait une bijouterie. Cette bijouterie a été volée, ou elle a pris feu, elle a été brûlée. Et puis, nous avions aussi tous les chrétiens, on allait à l'église, on allait à la paroisse. Et là-bas, ce qui était intéressant, c'est que les gens se retrouvaient non seulement à l'église, mais après, le vendredi soir, le samedi et tout ça, il y avait ce qu'on appelle le club de l'église. Ça s'appelait, on appelait ça la paroisse, mais c'était là où on se retrouvait. Il y avait un terrain de foot, il y avait un terrain de bocce, il y avait des salles de billard, de ping-pong, il y avait une petite terrasse où les gens se retrouvaient et tout ça. Et moi, quand j'étais petit, je suivais mes parents qui allaient là. Et c'est ainsi que, comme c'était une église romaine catholique, beaucoup de gens parlaient l'italien. Et puis, je ne sais pas comment moi j'ai appris l'italien, mais c'est probablement à force d'entendre les gens parler entre eux que j'ai appris l'italien, que j'ai appris à, à parler comme ça plusieurs langues sans faire exprès, parce qu'on jouait dans cette paroisse-là. Et j'étais très croyant quand j'étais petit. Bon, moi, je croyais que, tu sais, que Jésus et tout ça, c'était l'essentiel de la vie. J'ai fait ma première communion, j'ai même des photos de ma première communion qui sont très belles. À l'époque, en Égypte, il faisait chaud. Même l'hiver, il faisait chaud, ce qui fait que j'étais en short à ma première communion. J'avais un beau costume, mais en short. C'est ça, l'Égypte, hein? C'est beaucoup de... Ouais. Et puis, en Égypte, il y a cette histoire, cette civilisation qui date de plusieurs millénaires, qui en fait est transmise un peu naturellement dans l'ADN de tous les Égyptiens, vous savez, parce que bon, c'est pas nécessaire d'être chrétien ou musulman ou juif pour être habité par l'histoire de la civilisation égyptienne quand on est égyptien, quand on est en Égypte. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans, je dis. Donc, j'ai quand même des souvenirs très clairs de mon enfance là-bas. Et on allait passer des week-ends aux pyramides. On prenait la voiture, on traversait, on allait jusqu'à Gizeh, qui est à peu près à 16 km du Caire. Et à l'époque, il n'y avait rien, il y avait juste des champs. On traversait l'agriculture, les vaches, les ânes, les chèvres, les moutons et tout ça. Puis on voyait, tout le long de la route, on voyait les pyramides devant nous. Au loin, puis elles devenaient de plus en plus grandes, puis on s'approchait. Et là, on arrivait aux pyramides, et puis on passait
on passait une journée entière derrière, là-bas, dans le désert, à jouer avec des petites roches, puis des scorpions, puis des fois, des pierres. On jouait avec des scorpions. C'est vrai? Ben oui, Vous ben les oui. preniez dans vos mains? Non, on ne les prenait pas dans on prenait une branche, puis on les faisait sauter comme ça. On faisait attention. Tout un passe-temps. Ouais. Mais quand on est gosse, c'est fou, hein? Quand on n'a pas l'Internet, quand on n'a pas le téléphone, quand on n'a pas la télévision, on joue avec n'importe quoi, hein? Puis on n'est pas plus malheureux. En tout cas, dans mon souvenir à moi, j'ai eu une enfance assez heureuse, je dois avouer, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous avait enseigné sur les pyramides? Est-ce qu'on parlait, exemple, des extraterrestres qui avaient amené ça, ou est-ce qu'on parlait des cités intraterrestres en dessous des pyramides? Et quelle connaissance que vous aviez accès? À quoi ça servait à part d'être un tombeau, finalement? Ben, écoutez, nous, quand on est égyptien, on ne nous parle pas de ces choses-là, hein. C'est arrivé, moi, c'est en arrivant au Québec que j'ai commencé à lire l'Obsangrampa sur le secret de la Grande Pyramide et tout ça, je me souviens, et puis le Troisième œil. C'est des livres que j'ai lus, moi, à l'adolescence. Mais tant et aussi longtemps qu'on était là-bas, en Égypte, les pyramides, pour nous, ça nous appartenait, c'était notre patrimoine. On savait que c'était des tombeaux, on savait que Khéops, Képhren, Kérinos, et même les pyramides de Saqqara, on connaissait l'histoire du temple de Philae, d'Hatchepsout, de ce qu'il y avait en bas. C'est ce qu'on appelle en Haute-Égypte, qui est au sud de l'Égypte en réalité, puisque le fleuve coule vers la mer Méditerranée. Et donc, plus on est au sud, plus on est en Haute-Égypte. C'est comme ici au Québec, le bas du fleuve, il est à Matane, tandis que nous, on est dans le haut du fleuve ici à Montréal. On se comprend? Même si c'est au sud de Matane. Anyway, technique. Mais, mais jamais on a eu des discussions de ce genre-là, pour dire la vérité, sur comment ces pyramides ont été vraiment construites. Est-ce qu'il y a eu une force extraterrestre qui a ramené des pierres de partout? Non, l'histoire nous disait que les pierres venaient de Haute-Égypte, qu'elles étaient transportées par bateau jusqu'à Memphis, qui était la capitale qui s'appelle maintenant le Caire, et de là, on transportait, parce qu'à l'époque, le fleuve, là, il passait à côté des pyramides, hein, il n'était pas loin. Puis il a été comme redirigé avec le temps, je ne sais pas comment, mais enfin. Alors les gens transportaient les pierres. C'est ça qu'on nous avait appris à nous. On n'avait pas cette espèce de questions qu'on se posait par rapport aux extraterrestres. C'est arrivé plus tard, ça. Est-ce que tu as déjà été à l'intérieur? Oui. Oui, je suis allé à l'intérieur, mais pas de mon enfance. Je suis allé à l'intérieur quand je suis retourné en Égypte en 1993 la première fois. Ça faisait 27 ans que j'étais au Québec. Je suis arrivé ici en 66. 27 ans plus tard, j'ai eu une occasion de partir en Égypte et je suis allé avec ma mère. J'ai amené ma mère avec moi. Et on est allé dans le tombeau de Khéops. On est rentré à l'intérieur et puis on a fait une petite visite un peu touristique, là. Mais bon, c'est tout. Qu'est-ce que ça t'a amené? Parce que là, tu as eu de la connaissance là, après que tu sois parti, ta culture personnelle que tu as été chercher. Quand tu es rentré à l'intérieur, est-ce que tes origines ont sorti encore plus? Est-ce que tu as atteint des profondeurs? Qu'est-ce qui s'est passé dans la pyramide? Toi, tu veux savoir spirituellement ce qui s'est Je ne sais passé. pas. Qu'est-ce que tu as vécu? Je veux savoir qu'est-ce que tu as vécu. Ce que j'ai vécu de plus important que ce sujet que tu veux aborder avec moi, c'est que ça faisait 27 ans que j'étais au Québec et que je m'efforçais d'être un Québécois plutôt qu'un Égyptien. D'accord? Et puis, en 1993, on s'entend que ma carrière d'acteur a commencé, ou de chanteur, a commencé bien avant, a commencé dans la fin des années 70. Donc, je commençais à être chanteur et tout ça. Puis, j'avais un petit accent. Je parlais québécois très fort parce que je me disais, si je parle avec mon français naturel, je vais passer pour un étranger. Moi, je veux être un Québécois. Écoute, mon père était péquiste. On était des fans des Canadiens de Montréal en 1966. Mon père et moi, on ratait pas une partie. Je pense que j'ai vu 7 ou 8 Coupes Stanley, moi. Puis, ensuite de ça, parler français avec mes chums québécois, il n'en était pas question. Il fallait que je parle un français québécois avec eux. Je me suis adapté très vite
Mais j'ai jamais vraiment eu le sentiment d'être accepté en tant que Québécois. Ça a toujours quand même pris, il y a toujours eu des remarques à cet effet. Ouais, tu parles, on dit, tu chantes les chansons françaises sans accent, puis après ça, tu viens, tu chantes des chansons québécoises en québécois, après ça, tu nous parles en québécois, des fois, tu nous parles en français. T'es qui, toi? Tu sais? Ben, finalement, c'était juste une façon de s'adapter pour plaire aux gens, parce qu'à l'époque, bon, quand on faisait de la chanson, on voulait plaire aux gens, on voulait que les gens embarquent avec nous, qu'ils chantent avec nous. C'était le but des boîtes à chansons à l'époque. Tu connais, tu as sûrement entendu parler des Deux Pierrots, qui a fermé récemment d'ailleurs. Mais c'était une boîte mythique où nous allions chanter. Et moi, j'en ai fait une dizaine d'années là-bas quand j'étais jeune et je faisais le tour du Québec et tout. J'apprenais beaucoup plus à être québécois qu'à être égyptien. Et quand j'ai eu cette opportunité-là de partir en Égypte euh, avec ma mère, quand je suis arrivé en Égypte, je suis arrivé à la douane, j'avais un passeport sur lequel c'était écrit né au Caire sur mon passeport. Manuel Tadros, né au Caire. Le douanier, il prend le passeport, il dit qu'est-ce que vous venez faire? Je lui dis ben, je viens passer 3 semaines ici en Égypte. Puis là, il m'a dit, il a tamponné, puis il a dit en arabe, il a dit je te souhaite la bienvenue chez toi. Et tu seras toujours le bienvenu ici. Un soulagement, quoi, finalement. Ben, écoute, je dois te dire que mes larmes ont jailli de mes yeux. Parce que là, j'ai senti que ce monsieur que je ne connaissais pas, qui était douanier, m'a accueilli, m'a dit, tu es chez toi, ici. Alors que ça fait 27 ans que j'étais parti, et pour moi, l'Égypte n'existait presque plus que dans mes souvenirs d'enfance, d'école, de tout ce que j'avais peut-être réalisé quand j'étais gosse, les gens que j'avais connus, mes amis, avec qui j'ai gardé certains contacts aussi. Mais c'est ça. Alors, c'est ça qui m'a touché, c'est revenir à la source. Et lorsque je suis arrivé là-bas, après cette petite aventure avec le douanier, il y avait des amis de ma mère qui étaient venus nous chercher à l'aéroport, et puis la ville avait beaucoup changé en passant. Il y a eu des constructions, des trains, des autoroutes qui ont été bâties depuis les 27 dernières années. Et j'ai dit, je veux aller à la maison de mon enfance. Il me dit, tu sais c'est où? J'ai dit, oui, suis mon chemin. Alors je dis, prends cette route-là, puis après ça, tourne ici sur le Midan Soliman Pacha, rue Antikhana, Senen Marmel, c'est les noms des rues, en tout cas c'est compliqué. C'est là que j'habitais. Et là, je suis arrivé en face de la porte de la maison. Même ma mère m'a dit, comment t'as fait? Je dis, je sais pas, moi, c'est comme ça. C'est là que je suis né. Et puis finalement, je suis arrivé devant le portier. C'est une petite anecdote. Puis je lui ai dit en arabe, parce que j'avais perdu un petit peu les notions d'arabe, je lui ai dit, au lieu de dire je suis né ici, je lui ai dit j'ai accouché ici. Parce qu'il s'agit juste de 2 petites syllabes différentes, tu vois, en arabe. Dire je suis né ou j'ai accouché. Ah bien, toi, tu as accouché ici, toi. Tu sais. Il dit, non, c'est pas ça qu'il faut qu'il dise, c'est ça. Je lui dis, j'aimerais voir mon appartement. Il dit, un peu tard, reviens demain. Là, je suis retourné le lendemain, et puis l'appartement dans lequel nous vivions, on ne pouvait pas y aller parce qu'il appartenait à un général de l'armée ou je ne sais pas quoi. Mais il m'a dit, mais l'appartement d'en bas, c'est le même. On arrive à l'appartement d'en bas, la personne qui nous ouvre la porte, eh bien, figure-toi, c'est la même voisine qu'on avait 27 ans avant. Wow! Et ma mère était une couturière. Puis elle a regardé ma main, puis dans sa tête, il est arrivé quelque chose, puis elle a dit, ouais, ce n'est pas grave pour les robes, ça peut attendre, vous savez. Et ma mère lui a dit, c'est moi, Madame Tadros. Elle a dit, toi, tu es Manuel? Oui, et puis elle s'est mise à pleurer, puis on s'est pris dans les bras, tu sais, ça a été un moment émouvant extraordinaire. Me baigner dans le pays de ma naissance, ce voyage-là a été vraiment marquant dans ma vie, m'a fait comprendre qui j'étais, m'a fait comprendre, oui, je veux bien être québécois, mais je suis égyptien. Mon pays natal, c'est l'Égypte. Je ne peux pas constamment le renier. Ce que je dois faire, c'est accepter que je suis 2 personnes, que je suis égyptien et que je suis québécois, et que je peux vivre les 2 nationalités en même temps, dans mon cœur. C'est génial d'avoir eu cette prise de conscience-là. Effectivement, on a le choix quand on a accès à 2 cultures comme ça. Bon, ben pour la pyramide, finalement, il ne s'est rien passé, c'est ça, j'en comprends. Ben non, pas grand-chose, à part que j'ai trouvé ça un peu suffocant. Parce que c'est un tunnel dans lequel tu descends, tu dois pencher ta tête, tu dois pencher ta tête, tu arrives dans la chambre du roi. Après ça, tu dois pencher ta tête, tu dois pencher ta tête. Écoute, c'est très physique. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de très spirituel. Ce qui est spirituel, c'est de vivre, de regarder
d'être à l'extérieur de la pyramide, de regarder les 3 pyramides, de regarder le sphinx, de rester planté là et de contempler les millénaires qui sont là devant toi, et de juste imaginer qu'il y avait un peuple qui vivait autour de ces pyramides, et de dire à un type, je dis, je voudrais avoir un cheval. Alors, il m'a apporté un cheval, je suis monté sur le cheval, il est venu à côté de moi, je lui ai dit, allons dans le désert et galopons à la vitesse de l'éclair en regardant les pyramides. Je suis monté sur le cheval et là, on a galopé et je regardais comme ça de côté, puis je voyais tout seul les pyramides, les 3 pyramides, le sphinx. Et c'est là que j'ai tripé ma vie dans la contemplativité. Vraiment. Bravo. C'est là que ça se passe, la spiritualité, finalement. Hein? C'est bien? Je pense bien que oui. Je pense bien que oui. Écoute, moi, ma spiritualité, elle a été... quand j'étais jeune, j'étais très... Je priais beaucoup. Je priais beaucoup pour qu'il se passe des choses dans ma vie. Je demandais des choses. Et je demandais des choses et elles arrivaient souvent. Et puis, lorsque je suis arrivé au Québec et que j'ai vieilli et que j'ai mis de plus en plus de côté l'idée de l'Église tous les dimanches et tout ça, un peu à cause du froid d'ailleurs, parce qu'il fallait marcher à l'église. Puis à un moment donné, on arrivait à l'église, on était juste. Alors, alors j'ai commencé à rejeter tout ça, par une petite crise d'adolescence, devenir un petit peu plus bum, me bagarrer avec des gars, puis essayer d'avoir des filles, puis toutes sortes de choses, puis tout ce que les adolescents vivent et tout. Et puis, c'est lorsque j'ai changé d'école et que je me suis retrouvé dans le coin de Notre-Dame-de-Grâce à l'école Saint-Luc, où j'ai vu qu'il y avait une autre sorte de personnes qui étaient là, c'était des gens, des poètes, des musiciens. Là, je me suis coltiné à eux, puis j'ai commencé à composer des chansons. Et puis, et puis là finalement, j'ai développé ma spiritualité dans l'écriture de textes, dans l'analyse de l'observation des gens, de voir comment ils vivaient, de regarder ma famille, de comparer cette famille à celle-ci, et de voir ce qui se passe dans le cœur des jeunes. Et là, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit là, des centaines de chansons. Oui, bon, on peut en parler de ce volet-là, quoique j'avais une question sur ta première neige, que tu te souviens bien. Oui. Comment qu'on vit ça, notre première neige, quand on arrive au Québec de l'Égypte? C'était très drôle. Écoute, quand on est arrivé au Québec, on est arrivé dans un petit appartement qui nous attendait. C'était juste pendant un mois en attendant que nos meubles arrivent par cargo. On avait déjà loué un appartement qui nous attendait sur la rue de l'Épée, d'ailleurs, mais de l'Épée, c'est en haut des tracts du côté de Parc Extension. Et puis on était dans une petite chambre. Il y avait mon frère, ma soeur, mon père et ma mère. On était 5. Puis on avait chacun notre lit, là, mais c'était une maison de chambre qu'on appelle en attendant, je ne sais pas quoi, en tout cas, un petit appartement avec une petite cuisinette et tout. Puis on est arrivé ici le 30 octobre. Le lendemain, ça n'arrêtait pas de sonner à la porte chez nous. Puis on se demandait pourquoi les gens sonnaient à la porte tout le temps. C'était des enfants déguisés en monstres, des parents et des machins. Je dis, mais ils sont fous ces gens-là. C'est quoi ça? On n'avait jamais entendu parler du Halloween chez nous. On ne savait même pas c'était quoi. On n'avait jamais entendu parler. Ce qui fait que mon père s'est fâché. Il a dit, hey, foutez-nous la paix, on est des réfugiés politiques. Paf! Fermez la porte. Puis après, on a compris ce que c'était. Puis le lendemain, 2 jours après, je dirais novembre, c'était début novembre, mon père nous a réveillés à 4 heures du matin. Il a dit, venez voir. Et là, on a regardé par la fenêtre et dehors, il y avait cette petite poudrerie, tu sais, qui frottait le trottoir comme ça. C'était pas une neige lourde qui tombait, c'était une neige avec du vent. Et là, ça faisait des balais de neige sur la rue. Et puis, à un moment donné, tout est devenu blanc. Puis, tout de suite, je suis sorti dehors, puis je commençais à faire des boules de neige. C'était mon rêve, j'avais pensé des boules de neige. Comment on fait ça, une boule de neige? C'était très, très beau, la première neige qu'on a vécue. Puis en novembre, c'est rare qu'on ait beaucoup de neige. Mais en 1966, peut-être que c'était encore possible. Oui, c'est ça. Premier froid, tu sais, là, un premier -30, là. Ah, ça, non, l'anecdote est plus drôle que ça. C'est que quand on était dans l'avion, avant d'atterrir au Québec, l'hôtesse de l'air, enfin l'agent de bord, il dit il fait une température de 0 degré. La mère a dit
0 degré, mon Dieu, mon Dieu. Là, elle m'a enfilé 2 pantalons, 3 chandails, un manteau, 2 paires de bas. Elle a dit, qu'on va crever de froid. Puis quand on est sorti, on trouvait que 0 degré, finalement, c'était rien. C'est comme, ça va, tu sais. On pensait que 0 degré, c'était la fin du monde. Imagine-toi, -30. Tu sais. Oui. Mais on a bien supporté ça. Moi, j'ai juste eu les pieds gelés une fois que j'ai voulu jouer au hockey, patiner sur la patinoire. Je ne me suis pas rendu compte que mes pieds étaient gelés, puis je continuais à jouer. Puis tout ça. Puis je suis rentré à la maison en patin, comme tous les garçons faisaient, tu sais. À l'école, les rues étaient pleines de neige et tout. Je rentre à la maison, puis là quand j'ai enlevé mes patins et que j'ai commencé à dégeler, là, c'était d'avoir les orteils gelés, crois-moi. Je croyais que je voulais qu'on me pute le pied tellement ça faisait mal. On le Oui. tapis. Manuel, oh, vas-y, continue. Non, mais le froid, c'est quelque chose que j'aime bien, moi, dans le fond, maintenant. Je me suis bien habitué à ça. C'est correct, le froid. Hier, je me suis promené avec mon chien, il faisait très froid. Je voulais faire 1 heure, j'ai fait 25 minutes, puis j'ai dit, OK, on rentre, tu sais. Tu as commencé à jouer de la musique à l'âge de 12 ans. On t'avait offert une guitare et après ça, ton père s'est sacrifié pour te donner la chance de pouvoir apprendre et développer tes dons en musique. Ça a commencé par la musique, ton contact avec les autres adolescents et tout ça. Et là, tantôt, tu as parlé que tu avais composé plusieurs chansons, mais ça te suit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si on prend toute l'évolution de tes aptitudes musicales, tu es rendu à quel instrument que tu touches? Moi, c'est toujours piano-guitare. Je ne suis pas un très grand pianiste, je dois avouer, mais j'aime beaucoup composer au piano parce qu'il y a plusieurs possibilités où je peux placer des accords différents et tout ça. Mais la guitare, je la maîtrise quand même à un certain niveau, dans le sens que moi, je suis un gars de rythme. J'ai appris à garder toujours le rythme comme un métronome à cause des boîtes à chansons. À l'époque, on n'avait que la guitare et la voix. Alors, c'est comme ça que j'ai maîtrisé ma guitare. Puis, je me débrouille assez bien. Je fais du beau picking et tout ça. Moi, la guitare, c'est vraiment un instrument que j'aime. Et j'aime faire vibrer les cordes. Ça me fait triper quand un son se maintient. Et il y a une façon de faire ça pour ne pas le tuer, le son. La guitare, je sais pas, c'est historique la guitare pour moi. C'est merveilleux. Je me souviens quand j'ai commencé à jouer de la guitare, un ami de mon frère était venu à la maison puis il m'avait dit, ah, je vais te montrer quelque chose. Là, il m'a montré des accords un peu plus espagnols, un peu plus flamenco. Puis il m'a montré une ou deux chansons. Et moi, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, c'était sur des chansons espagnoles. Je parlais même pas l'espagnol à l'époque. Alors, j'ai commencé à apprendre l'espagnol par oreille. Et après ça, je l'ai appris pour vrai. Puis là, je suis allé en Espagne, puis j'ai maîtrisé mon espagnol. Maintenant, c'est comme ma seconde langue, l'espagnol. En fait, parmi les 5 que je parle, là, c'est elle que je maîtrise le mieux après le français. Cela dit, j'ai appris à jouer de la guitare un peu à la manière gitane. Et puis, j'ai toujours conservé ça. Puis à chaque fois que je fais des jams avec des amis et tout ça, je me démarque par cette façon de jouer qui est un peu différente que la façon américaine traditionnelle. Enfin, non, la guitare est l'instrument. J'ai écrit beaucoup de chansons à la guitare. J'en ai écrit plein au piano. Et puis, à l'époque, j'avais un petit programme. Je pouvais ajouter de la batterie, de la basse et tout ça. Puis aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que j'ai fermé. Mon studio est dans ma cave, tout fermé. J'utilise plus. J'utilise une chanson au piano, puis je la mets sur iPhone. Puis après ça, ben, je vais voir un ami, puis on l'arrange. Là, tantôt, j'ai vu dans ton bureau que tu avais des djembés, tu as des tambours, des tam-tams. Ça veut dire que tu y touches un peu aussi, non? Oui, j'aime bien donner le rythme. Tu sais, oui, ça va. J'ai pris quelques cours de tam-tam il y a de ça quelques années, puis j'ai fait un spectacle en hommage à Gilbert Bécaud l'été 2006. Et puis, j'avais un numéro où je faisais un solo de djembé qui était quand même pas mal capoté, mais ça m'amusait beaucoup de faire ça. C'est simplement pour le spectacle. Mais c'est pas ma spécialité. Donc, moi, c'est la guitare et le piano. Donc, on a parlé des 5 langues que tu parlais. Alors, ton don des langues, on parle d'italien, espagnol, arabe, anglais, français. Voilà, exactement, parfaitement. Puis, tu arrives à communiquer aussi fluidement dans n'importe quelle langue. Oui, oui. Wow! Je communique assez bien en arabe et en italien, et je communique parfaitement en anglais, espagnol et français.
Évidemment, le français, c'est ma langue maternelle, c'est la langue que je chéris et c'est la langue que je peaufine de jour en jour. Chaque jour, je peux apprendre un nouveau mot et l'utiliser à bon escient. Euh, puis, le français, pour moi, c'est mon bébé. La langue française, là, c'est ce que j'aime le plus. Écoute, tu sais que je dirige des doublages de films, tu sais que je fais du doublage, que j'écris et tout ça. Et donc, vraiment, pour moi, c'est un joyau, la langue française. Elle est magnifique. Et évidemment, les langues latines qui vont avec la langue française, l'italien et l'espagnol sont des langues magnifiques aussi. Elles ont trois sonorités complètement différentes. Et j'essaie de bien maîtriser l'accent tonique dans toutes les langues que je parle. La plus difficile pour moi, c'est l'anglais parce qu'elle ne fait pas partie de ma cage naturelle. L'anglais, c'est plus une ange qui speak. Comme un petit chien qui aboie. Excusez-moi pour les anglais, là. Mais Ben non. la langue française, elle a cette espèce de poésie. Elle est plus placée dans la gorge. Et puis l'espagnol et l'italien aussi. Des langues chaudes. C'est des langues chaudes, c'est des langues latines, c'est des langues chaudes. C'est comme. Mais est-ce que tu t'en sers en doublage? Est-ce qu'on t'a demandé des fois de doubler en espagnol ou en arabe ou en italien? Tu fais-tu juste du doublage en français? Souvent, non, c'est parce que quand on fait un doublage et qu'il y a quelqu'un qui parle italien et qui doit dire quelque chose en italien, je le fais. Tu comprends? En espagnol, je le fais. En arabe, je le fais. Il n'y a pas de problème. Mais même si le doublage est français, il est francophone. Et c'est un peu pour ça qu'on m'engageait beaucoup au début, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait passer du français à l'arabe, à l'italien à l'espagnol. On continue un petit peu au niveau de ton enfance. Ton père, à l'âge de 5-6 ans, il t'avait demandé d'apprendre le cidre de Corneille. Donc, très jeune, on a baigné dans une poésie, dans l'échange de jeux. Donc, ta capacité artistique, elle s'est développée bien avant la musique, finalement. Ça te passionne, ça t'a toujours passionné comme si tu étais tombé dans Potion magique? Tout à fait. C'est drôle que tu dis ça parce que je te reviendrai là-dessus plus tard. Mon père a été pour moi, je vais dire, quelqu'un avec qui je m'étais beaucoup identifié. Alors, j'imitais beaucoup mon père. Mon père était un gars qui comptait très bien des jokes. Mon père était un homme qui parlait extrêmement bien français. Il avait une voix mélodieuse à Latino Rossi à l'époque. Et puis, c'était un homme qui adorait le théâtre et qui adorait la chanson. Alors, il me berçait le soir pour que je dorme, il me chantait une chanson, puis je m'endormais à la voix de mon père. Puis, il fallait toujours qu'il me chante à peu près les mêmes chansons, sinon je ne m'endormais pas. Ensuite, il a commencé à m'apprendre la poésie, les fables de La Fontaine, avec ma sœur et ma mère aussi. Tout le monde aimait beaucoup les fables de La Fontaine. Ensuite, il a commencé à m'apprendre des pavés du Cid de Corneille, Horace, tout ça. Puis, puis c'est drôle parce que ça a développé vraiment mon goût de jouer, d'être acteur. Mon premier rêve, moi, le véritable, ça a été de devenir un acteur et non pas un chanteur. Mais à l'âge de 12 ans, cette guitare est arrivée dans mes mains, je l'ai maîtrisée, j'ai commencé à chanter, et puis finalement, c'est la chanson qui m'a happé parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Je me suis mis à faire un concours, je l'ai gagné. Ensuite, après ça, j'ai commencé à chanter dans les boîtes. J'ai été embauché à la télé pour faire une émission. Et j'ai mis mon rêve d'être acteur un peu de côté. Je l'ai comme presque oublié parce que ça allait bien. Puis un jour plus tard dans ma vie, ça m'a rattrapé. Seulement vers l'âge de 30, à peu près, j'ai dit non, moi j'ai toujours voulu être acteur. Et là, je me suis mis à travailler sur l'idée de devenir un acteur. Et puis finalement, je le suis devenu avec le temps. Maintenant, je fais presque plus de musique, je ne fais que jouer. Bon, volet musique, les chansons que tu as composées se sont retrouvées entre les mains de chanteurs québécois, entre autres Julie Masse, Rock Voisine, Patrick Normand, Ginette Renault, j'en passe. Ça fait quoi de savoir que les gens sont intéressés par tes textes et que ça les rejoigne aussi en même temps? C'est très excitant. Je me souviens dans les années 80, quand tout ça se passait, je vivais une période très creuse financièrement. Je n'avais pas une maudite scène. C'était dur, mais je passais du temps en studio. J'essayais de chanter ici et là. Puis, j'écrivais des chansons. Et quand je les plaçais,
je me suis dit, mon Dieu, c'est l'Eldorado. Mais en réalité, la vérité, c'est que tu places une chanson, tu ne touches aucun droit avant 2 ans au moins. Et puis, il faut que ça marche pour que tu touches des droits. Et puis, c'est un peu aléatoire. À l'époque, le système était aléatoire, la façon de calculer les droits d'auteur et tout ça. Mais ça m'excitait beaucoup de savoir que je pouvais placer des chansons. Petite anecdote, je fais une émission à l'époque qui s'appelle Le Train de 5 heures. Ça se passait au Complexe des Jardins. Et là, il y a Michel Louvain qui est là, qui chante. Puis, je sais que Michel Louvain, c'est une grosse vedette et tout ça. Puis là, il me dit, hey, t'écris des belles chansons, toi. Est-ce que je pourrais en chanter une ou deux? Alors, je lui ai dit, ben oui, bien sûr, c'est un honneur pour moi et tout ça. Là, il est venu à la maison chez moi. Puis je me souviens, j'étais avec Diane, ma femme. Puis, Michel Louvain est arrivé chez nous. C'était comme, qu'est-ce qui se passe? Là, il met ses petits pieds sur le sofa comme ça. Il me dit, ah ouais, chante. Fait que là, je commence à chanter celle-là, celle-là, celle-là. Il est parti avec 3 chansons. Il les a enregistrées. C'est la première personne pour qui j'ai écrit. Wow! Il a pris mes 3 chansons. Mais malheureusement, cet album-là a été celui qui s'est vendu le moins. Oh. Si, ça va-tu débloquer un jour? Ben oui. Moi, j'ai écrit pour Martine Chevrier. Là, ça a bien débloqué à ce moment-là. Puis là, c'est arrivé avec Julie Mars, le rappeur Chic. Là, j'ai écrit pour Revoisine, j'ai écrit pour des duos pour Barnett et Ginette Renault. Puis là, Patrick Normand, je lui ai écrit 2-3 belles chansons. On était déjà amis, de toute façon, Patrick et moi, depuis longtemps. Puis on se suivait, j'allais le voir chanter, il venait me voir chanter. Et écrire des chansons pour les autres, c'est devenu comme une job belle fun parce que chaque fois que j'écrivais une chanson, je demandais de coacher l'artiste avec mes paroles en studio pour qu'il ne déplace pas les accents toniques, etc. Ce qui fait que je me retrouvais en studio avec plein de gens. Puis c'était une belle vie qui commençait pour moi. Tout à fait. Ouais. À partir du moment où j'ai fait ça, en même temps, j'ai commencé à faire du doublage. Et là, j'ai vu que ma fibre d'acteur allait naître à travers le doublage, parce qu'il faut quand même jouer quand on fait du doublage, pas juste une voix qui lit et qui parle. Il faut mettre de l'intention. Et donc, j'ai switché, c'est années 90, vers le jeu, et puis, parti. Bon, ben parlons de doublage. Jusqu'à ce jour, plus de 750 doublages que tu as réalisés. C'est wow! C'est peu, c'est peu. Oui? 750, je pense. Mais c'est-à-dire, je n'ai pas réalisé, j'ai prêté ma voix à plus de 1000, 1200 projets là, facilement, parce que le 750, c'est quand tu penses qu'à l'époque, je pouvais faire 10 doublages par semaine sur différents projets. Ça va vite, 10 doublages par semaine, ça en fait quand même 500 dans une année, là, tu comprends? Mais maintenant, c'est un petit peu plus calme de ce côté-là, c'est correct, parce qu'il y a cette fameuse pandémie, et puis les films que je devais diriger sont allés se promener en France plutôt, se faire diriger en France. Mais c'est pas grave. Le doublage, ça a été pour moi, justement, tu disais tout à l'heure, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je voudrais faire un honneur d'ailleurs à M. Vincent Davy, qui est décédé en janvier 2021. C'était mon mentor, mon maître, et puis c'était un homme extrêmement généreux. Et en 1988, il m'avait fait passer une audition, puis il m'avait dit je ne pense pas que vous allez avoir le rôle parce que votre voix n'est pas assez grave pour ce rôle-là, mais vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, alors je vais vous appeler. 2 semaines après, il m'a appelé, puis il m'a donné des rôles régulièrement, que des noirs, pendant 1 an et demi. Puis après ça, bon, j'ai commencé à rencontrer d'autres directeurs de plateau, puis j'ai commencé à faire du doublage plus régulièrement. Puis ça a envahi une bonne partie de ma vie assez rapidement, le doublage. Ça a été comme une découverte d'un milieu que je ne connaissais pas du tout. En tant que personne qui connaît ta voix, là, quand je commence à écouter quelque chose, puis là, ça arrive que je te reconnaisse des fois, puis je dis « Ah, je suis contente pour toi! » C'est comme « Wow! » Est-ce que ça t'embête? Non, 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 C'est-à-dire pas que, du est-ce que tout. quand tu entends ma voix, est-ce que tu vois ma tête ou tu vois toujours l'acteur qui fait ma voix? J'ai juste l'euphorie d'être contente que ce soit toi qui aille ça. Ah bon, bon, Mais des fois, je ne suis pas c'est très sûre. gentil. Des Parce fois, qu'il y a tu des dis, gens qui oups, disent, c'est-tu ah, lui? Tani, là, j'ai entendu ta voix, je n'étais plus capable de voir Gary Oldman, je voyais juste ta face à toi. Je dis, ben voyons, tu regardes le film, c'est tout, tu sais. C'est surprenant. Puis dans les personnes que tu as doublées, entre autres, c'est des personnes de type
exemple, Antonio Banderas, qui est plus espagnol Ouais, un peu. ouais. Mais Antonio, en fait, on s'est partagé. Au début, j'ai commencé à le faire. Ensuite, il y a eu Luis Céspedes qui l'a fait. Ensuite, Dieu et son âme, il est parti. Puis, évidemment, j'ai repris Antonio Banderas plus souvent. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui le fais tout le temps. Je fais des gars comme Luis Guzman aussi, qui est un autre Mexicain. J'en ai plein comme ça des Mexicains. Mais je fais aussi Gary Oldman. Je fais Jeffrey Wright. Je fais Martin Lawrence. Je fais des acteurs qui ne sont pas du tout latinos, qui sont soit noirs, soit blancs, normaux. Enfin, moi, là, avec un français aussi international comme ça, là, comment ça que tu n'arrives pas à avoir un rôle de type caucasien? Tu sais, parce que tu parles, ça j'en paraît pas que ai. tu es égyptien, ça paraît pas que tu es espagnol. Tu pourrais très, très bien faire une voix de personne Mais blanche. j'en fais. On me donne des rôles. Hier, il y avait un film qui passait à la télévision, ça s'appelait Le Repêchage. Ah oui, avec Kevin Costner. Ouais, c'est Oui. ça. Puis moi, je fais un des gars avec qui il négocie, puis c'est un Américain, là, chef d'équipe, là, puis ils négocient ensemble. La grosse négociation se fait vers la fin du film, puis c'est un Américain blanc. Tu sais, j'en fais. Mais les gens pensent, ils ont cette. Tu sais, les gens, ils te cataloguent. Je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, on est catalogué, on est pris dans des formes. Je ne suis pas québécois, je ne suis pas américain, je ne suis pas français, je suis quelque chose vague. Et puis donc, là, tout d'un coup, OK, oui, il y a un beau gars bizarre, là, on va le donner à Manu. Celui-là, ouais, OK, ouais, il y a un petit côté étranger, on va le donner à Manu. Jamais quelqu'un va dire, celui-là, il a la voix de Manuel, on va le donner à Manuel, même s'il est blanc, américain, tout ça, tu comprends? C'est plus difficile, ça. C'est difficile d'arracher ces trucs-là de la tête des gens. Côté doublage, as-tu eu la possibilité d'avoir un contrat où tu t'es vraiment reconnu dans le personnage, où ça te permet de t'approfondir? Y a-tu un rôle de doublage que tu as eu qui a été vraiment une expérience extraordinaire? Je pense qu'un mes plus grands doublages, ça a été L'heure la plus sombre, l'histoire de Winston Churchill, qui a été joué par Gary Oldman en 2017 et qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur d'ailleurs. Ça a été un doublage que je pense que ça a été une belle expérience. Et j'ai vu le film, puis vraiment, c'est un doublage qui a été très bien dirigé aussi par les deux directeurs qui m'ont dirigé, Fred Desager et Marie-André Corneille. Et ça a été mon plus beau doublage à vie. L'heure la plus sombre, The Darkest Hour. Allez voir ça. Oui, certainement, certainement. On va y aller, certain. Côté défi au niveau doublage, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais toucher malgré la large expérience que tu as en arrière de toi? Bon, maintenant, je pense que je suis ce qu'on peut appeler un genre de vétéran doublage. J'adapte des films, j'en dirige, je suis choisi ici et là pour faire des rôles. Et donc, je ne peux pas espérer plus. Ça va. Ce que je veux, moi, c'est avoir un beau rôle dans un film. Je n'ai pas fait beaucoup de cinéma dans ma vie. Je trouve que j'ai fait, bon, là, je suis très content. Je suis en train de tourner une télésérie présentement que j'adore. J'ai un beau rôle dans une télésérie qui s'appelle La Faille 2, une télésérie policière je suis en plein tournage présentement. Et puis, j'ai 2 films à tourner cet été aussi, mais moi, je voudrais avoir un film. Mon rêve, c'est d'avoir un grand film avec un grand rôle, où ce serait le rôle principal, et puis je pourrais vraiment me mettre dedans, puis jouer des jours et des jours et des jours sur ce personnage, l'incarner complètement, et puis vivre. Quel Ça, genre de c'est le personnage rêve que que tu j'ai. aimerais? Un fou. Fou, non, mais pas un fou furieux, là. Un gars différent, un homme, un homme brisé, atteint et puissant en même temps. Un homme qui a du cœur et qui peut être cruel. Un homme
qui aime et qui tue, un homme qui, je sais pas, un homme qui a un spectre extrêmement large de sentiments et de vie, et d'incarner ça avec des moments, ça là, j'aimerais beaucoup, parce que c'est du jus pour un acteur. C'est comme un acteur quand il a tout le temps la même chose, mais quand il doit passer par il doit se mettre dans un état lamentable. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs présentement. J'ai un rôle là, extraordinaire sur l'affaire. Ouais. Mais un vrai bon film, là. Pourquoi tu ne l'écris pas? Écoute, je suis là-dedans. Je dis la vérité. 2020 a été pour moi une année de recul. Ça a été la pandémie, tous les projets que j'avais théâtre, j'avais film, j'avais doublage, j'avais show au casino, j'avais plein de choses, même mon mariage. J'ai tout reporté, tout a été annulé ou reporté, ce qui fait que l'année 2020 est devenue comme un trou béant dans lequel je me suis retrouvé. Et là, j'ai commencé à réfléchir, je me dis, ce serait peut-être le temps pour moi d'écrire ou de faire des trucs, mais j'en ai pas été capable. J'avoue que ça a été tellement une année qui m'a déçu, alors qu'au début de l'année, en janvier, j'étais en train de vivre une année exceptionnelle au niveau de choses différentes et tant de beaux projets. Et pour quelqu'un qui veut faire une carrière, c'est comme si j'étais au début de quelque chose, un lancement, un tremplin. Puis là, tout d'un coup, ça a été un fossé. Tu sais. Alors, je n'ai pas bien vécu l'année 2020. Moi, je suis tombé. J'ai eu une forme de dépression. Je pleurais beaucoup. Puis, j'étais capable de rien faire. Je me suis tapé des séries, des séries, des séries. Puis moi, qui suis un go-getter dans ma vie, qui suis quelqu'un qui crée sa réalité, qui est tout le temps dans l'action, je me suis aperçu que quand il n'y a rien, je suis capable de rien. Et ça, c'est quelque chose qui a été très décevant en 2020 pour moi. Ce qui fait que depuis décembre, je me suis beaucoup, beaucoup repris en main. Et j'ai décidé de tout repartir mes projets les uns derrière les autres en étant extrêmement occupé. On a comblé le vide. C'est la fameuse expression « You want the job to be done, ask someone busy ». Oui, tout à fait. Ouais. Puis là, en plus, tu as une carte cachée dans ta manche. C'est-à-dire que demain matin, ton film est fini d'être écrit. C'est pas compliqué pour toi de trouver quelqu'un pour t'aider à le réaliser, entre autres ton fils, Xavier Dolan. Peut-être, peut-être. Ça pourrait faire changement. C'est moi, on a ça. On a travaillé pas mal ensemble au début à ses premiers projets. Ça fait un bout de temps que j'ai plus ben de rôle dans ces films. Puis je sais très bien que lorsqu'il y a un rôle pour moi, il me choisit parce qu'il m'aime bien comme acteur et comme père aussi, évidemment. Mais là, si j'avais un projet solide, la première personne à qui je le demanderais, peut-être, ce serait à Xavier. Mais il y a tellement de projets à l'avance, Xavier, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps dans un projet, puis un autre. Il est en train d'en créer un, puis il pense au prochain. C'est comme, tu sais, c'est un feu roulant, mon fils. Alors, je ne sais pas, peut-être ce serait mieux que... En fait, j'ai déjà fait une approche avec quelqu'un d'autre pour un projet, et puis là, je suis là-dedans présentement. Je ne peux pas trop en parler parce qu'évidemment, c'est tellement l'embryon, mais voilà. Manuel, dans tes nombreux talents aussi, il y a celui d'animateur. Tu as réussi à avoir une émission télé dans les années 80 qui s'appelait Pop Express. Malheureusement, même s'il y avait des bonnes cotes d'écoute, il y avait aussi une belle possibilité de pouvoir faire plusieurs saisons. On t'a subi du racisme. On t'a dit que les gens n'étaient pas prêts à voir autre chose que des Québécois. Ça a dû être très difficile de commencer un projet qui va bien, puis de se faire couper l'herbe en dessous des pieds sous prétexte que l'origine n'est pas... Puis pourtant, on te regarde... Ça a été une gifle que j'ai reçue. Une grosse, tout à fait. Parce qu'à l'époque, les gens étaient quand même très gentils avec moi. J'animais cette émission Jeunesse et Pop Express. On avait de très belles cotes d'écoute. Hélas, pendant ces 2 années-là, il y a eu 1 an et demi de grève à Télémétropole. À l'époque, c'est FTM, Canal 10. Tous les techniciens étaient en grève, les réalisateurs étaient en grève. Alors, il a fallu travailler avec des cadres. Je me souviens même que le président faisait la caméra. C'est à un moment donné dans une de mes émissions. Puis, ils m'ont traité de scab parce que je continuais à faire l'émission. Malgré tout, j'avais un contrat, j'avais signé un contrat. Et pour moi, c'était un tremplin
je me suis dit, enfin, je vais me faire connaître et tout ça. Et j'étais pas pour dire je comprenais même pas ce que c'était cette grève-là. Je savais pas c'était pourquoi. Moi, j'étais jeune. J'avais une émission de télévision, tu comprends? J'ai dit, hey, il fallait, hey. Puis je me disais, il y a 600 000, 700 000 personnes qui me regardent tous les samedis. À l'époque, c'était très bon, tu sais, puis j'étais excité et tout ça. Puis là, on me dit, il y a une grève. Ah, OK, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter des vidéos et tout ça. D'accord. Bon, on a commencé. Ensuite, on est allé tourner l'émission à Sherbrooke. Et là, il fallait que j'accueille moi-même, parce que voilà, les artistes qui venaient, écoute, il y avait quand même Julien Clerc, Serge Lama, il y avait Richard Cocciante, il y avait des grands artistes qui sont venus, et des artistes québécois, évidemment, Nanette Workman, Claude Dubois. Et là, je les accueillais, puis là, on les amenait prendre un café, on allait bouffer ensemble, on faisait l'émission. Des fois, on rentrait à Montréal, parce que c'était à Sherbrooke. Puis là, je suis accueilli au bureau du président, que je ne nommerai pas. Il dit, écoute, Manuel, tu es un gars généreux, tu es un excellent animateur, nous autres, on t'aime beaucoup, mais on a un problème. Alors, je sais quoi le problème? Il dit, il y a des gens qui écrivent, des gens qui se plaignent que tu ne parles pas québécois, que tu n'es pas un Québécois, puis ça prendrait un Québécois pour animer cette émission-là, puis tout ça. Je dis, oui, mais combien de gens sur 700 000 ont écrit ça? Il dit, peu importe, nous, on a un devoir. Et notre devoir, c'est de plaire à tout notre public. Chose qui est un vaste programme, tu sais. Alors, ils m'ont dit, on t'aime beaucoup, mais on va toujours te garder, de garder l'enfant de Télémétropole, le gars qu'on va inviter à plein d'émissions, t'inquiète pas, tu seras toujours avec nous, tatati, mais cette émission-là, on peut pas te la laisser pour l'année prochaine. Ah, c'est très difficile. Puis en plus, c'est plus dur quand tu vois qu'il y a d'autres animateurs. Tu sais, par la suite, l'exemple, Sonia Benezra qui est venue, elle non plus, elle n'était pas québécoise de souche. Là, tu sais. Fait que tu vois qu'on te bloque pour ça, mais que ça rouvre pour d'autres personnes. C'est très difficile là, d'être québécois, mais de ne pas être reconnu québécois, autant au niveau de ton travail que dans ta vie de tous les jours. Manuel, c'est quoi les trucs pour vivre sainement le racisme? Qu'est-ce que tu as trouvé qui a marché? C'est étonnant parce que de mon côté à moi, j'ai vécu un petit pourcentage de racisme, dont cette période de ma vie qui a été un événement chiant, je l'avoue. Mais regarde, Sonia Benezra est arrivée plus tard quand même. Hein? Puis elle est arrivée à Musique Plus, je pense, dans mon souvenir, dans un poste qui était un peu underground, qui faisait juste de la musique à l'époque, des vidéos et tout ça. Un petit peu plus tard que la mienne. En passant, j'ai été le premier VJ à Montréal, moi. Hein, c'est par la force des choses. Étant donné qu'il y a eu une grève, je présentais des vidéos. Puis c'était la première fois qu'on faisait ça à la télévision. Après ça, il y a eu Rock Denis qui m'a remplacé, qui est revenu. Ça n'a pas duré longtemps, je pense 1 an et demi, 2 ans plus tard, l'émission a été complètement retirée des ondes. Mais Sonia Benezra, oui, c'est une des pionnières. Je considère que j'en suis un avec Sonia Benezra et peut-être mon Boule Noire qui a réussi sa carrière. Et lui, c'était un chanteur. Mais sinon, il n'y avait presque personne. Si tu y penses, là, des années 80, là, on n'est pas très nombreux à être des étrangers à avoir passé à la télé. Je pense que j'ai réussi. J'ai réussi à faire 2 ans. Mais après, j'ai continué quand même. J'ai été invité à toutes sortes d'émissions de télé, des entrevues, des trucs, je fais des disques. J'ai commencé à écrire pour d'autres personnes. J'ai été en vue, j'ai été accepté. Puis j'ai commencé à être plus respecté à partir de ces zéros de mars, je pense. Ça a été comme, OK, lui, il écrit, il sait écrire, c'est ce qu'il fait. Puis là, à partir de là, j'ai senti qu'il y avait un peu aussi le respect du milieu. Parce que le milieu est très dur. Hein. Le milieu, quand il se décide de chier sur la tête de quelqu'un, ça y va. Mais, mais le milieu a été favorable à mon égard. Et aujourd'hui, je considère que j'ai utilisé cette partie de moi, qui est la partie de l'étranger. Et puis, quelquefois, elle me nuit, quelquefois, elle me va. Et puis, j'ai accepté que ce qui me va, et ce qui me nuit, je m'en fous. Très bien. Oui, parce qu'en réalité, j'ai quand même réussi ma vie. Au moment où on se parle, j'ai 64 ans, je suis libre, je peux arrêter de travailler si je veux, mais c'est pas ça que je veux. Je veux vivre, je veux vivre ma vie d'acteur, je veux créer des projets, je veux faire des projets, je veux être appelé pour des projets. Et puis, de toute façon, j'ai toujours dit ça à chaque fois,
qu'on m'a posé une question et je continue à le répéter. Aujourd'hui, 2021, je suis au commencement de ma vie. C'est une belle renaissance, ça, là. En 2022, je serai toujours au commencement de ma vie. Et le jour de ma mort, ben, je serai au commencement de ma vie. Au commencement de quelque chose d'autre. Manuel, tantôt, tu as parlé un petit peu de la loi de l'attraction, à quel point qu'elle te servait. Tu as réussi, dans le fond, à ouvrir la porte à ton premier gérant. Tu souhaitais avoir un gérant, donc tu l'as magnétisé, cette opportunité-là. Donc, le gérant t'appelle le lendemain. Salut, j'ai besoin de toi dans mon agence. Ben, écoute, tu t'en sers-tu pas mal de la loi de l'attraction comme ça? Pas pire, oui, je m'en sers pas pire. J'ai une habitude que j'ai un peu trahi cette année, je l'avoue, mais j'ai une habitude. À chaque début d'année, je me fais des vœux, en fait, des réalisations de projets, de désirs, de changements dans ma vie, n'importe quoi, que ce soit des bêtises autant que perdre du poids ou en prendre. Et aussi de faire tel projet, tout ça, ça, ça. Alors, dans ma vie, j'ai écrit souvent des choses et qui se sont réalisées. Et je me suis aperçu que plus je suis précis dans mes demandes, plus les choses que je réalise sont bonnes pour moi. Dans le sens que ça a commencé à un moment donné, à partir des années 90, milieu des années 90, j'ai rencontré un maître en acting qui s'appelle Warren Robertson, qui est un espèce de grand humaniste. On était 70 acteurs professionnels à suivre ses ateliers. Et il nous a appris à être dans le moment présent, à toujours être dans l'action plutôt qu'être dans l'attente, d'être toujours prêt, mais de ne jamais rien planifier pour ne pas être déçu, mais être toujours prêt, quoi qu'il arrive. Et toutes ces philosophies-là, je les ai utilisées. Comment créer sa réalité. Et ça a été long avant de comprendre comment vraiment créer sa réalité. Et j'ai décidé que créer sa réalité, la première base, c'est être dans l'action et non pas être dans l'attente de quelque chose. Tu travailles sur un projet, tu fais un truc. Par exemple, en l'an 2000, j'ai décidé que j'allais écrire une comédie musicale. OK? Là, je me suis dit, OK, il n'y a pas beaucoup de jobs qui arrivent ces temps-ci, j'écris ma comédie musicale. J'écris la comédie musicale, je suis dans l'action, j'écris, je trouve mes personnages, je commence à faire des chansons et tout ça. Le téléphone sonne. Manuel, on a un rôle pour toi dans une télésérie et tout ça. C'est parfait, je vais le faire. Je fais ma comédie musicale après. Je vais faire mes trucs et tout ça. Je continue la comédie musicale. Paf, un autre appel. Manuel, on a une direction pour toi. Manuel, on a une show pour toi. Manuel, tu vas faire un show au théâtre. Manuel, tu vas faire ça. Et je m'aperçois que quand on écrit, quand on travaille et qu'on est dans l'action, l'univers s'ouvre. Et là, les choses viennent vers toi. Et ça ne veut pas dire que j'ai fait cette comédie musicale, parce que cette comédie musicale-là, elle est sur ma table depuis 2002. Et elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, puis elle sera jamais finie, mais on s'en fout. Parce que c'est ça, l'action, qui m'amène à recevoir d'autres projets. Tu me suis? Oui. Donc, j'ai décidé que chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, que j'allais l'écrire, que j'allais le demander clairement. Au début, j'ai dit, ah, cette année, j'aimerais ça qu'on m'appelle pour faire une pièce de théâtre. Ça fait bien longtemps. Je ne faisais pas encore de théâtre. Comme de fait, on m'appelle pour une pièce de théâtre. J'ai dit, ah, ouais, j'ai demandé, je l'ai eu. Sauf que là, il me propose un rôle pas trop intéressant, avec un espèce de metteur en scène serbe qui veut absolument faire 1 heure d'atelier avant de faire la pièce. Puis après ça, que la pièce va être présentée. Donc, c'est un travail de forcené pour arriver à quelque chose où le rôle n'est pas si important que ça. Puis tout ça. Et j'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas ça que je veux. La fois d'après, j'ai dit, je veux qu'on m'appelle pour une pièce de théâtre avec un grand metteur en scène et avec un rôle extrêmement important. On précise la demande, hein? Oui, oui. Je reçois un appel, paf, boum. Je fais Marius et Fanny et le rôle de Panis qui est en or, un rôle en or que j'ai fait au Théâtre du Rideau Vert. Et j'ai toujours écrit mes précisions. Une fois que j'ai écrit, j'ai dit j'aimerais ça que ces zéros soient chantés par une chanteuse française. Maintenant qu'elle a quelques années, il faut qu'elle soit reprise. 2 jours après, le téléphone sonne de France. Oui, bonjour, M. Tadros, la chanteuse qui a gagné Star Academy cette année, et on aimerait avoir la chanson C0 pour la mettre sur son album.
Je dis, voilà, c'est parfait. J'ai demandé, c'est arrivé, tu vois. 2 semaines après, ils me disent, écoutez, on a fait le tri de toutes les chansons, puis finalement, dans le style que nous avons choisi pour les 12 chansons, ces zéros n'a pas été accepté. En fait, ce sera pour une autre fois. Je dis, OK, j'ai pas écrit comme il faut mon affaire. J'ai juste dit, j'aimerais que ma chanson soit chantée par une chanson française et tout ça. J'aimerais que ces zéros soient chantés par une chanson française, qu'elle soit sur l'album et que l'album soit vendu à 1 million de copies. C'est ça que j'aurais dû écrire. Tu comprends? Et comme de Oui. fait, elle a vendu 900 000 copies, la petite. Ah Mais oui. tu sais? Wow. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander les choses précisément, de demander les choses avec son cœur, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on aime, avec ce qu'on cherche, avec ce qu'on veut devenir, avec les rêves que l'on veut réaliser. Il faut le demander. C'est écrit dans la Bible, demandez et vous recevrez. Puis à chaque fois qu'on oublie de demander, ben, on ne reçoit rien. Puis après, on se demande pourquoi. Ben, c'est parce que tu n'as pas demandé clairement ce que tu voulais. Il faut demander clairement les choses. Et puis, moi, j'y crois fermement à ça. Ça, c'est ma partie spirituelle, moi, elle est basée autour de ça. Elle est basée aussi autour de la générosité, les relations amicales, les relations professionnelles, toujours fraternelles, la compréhension des autres, l'écoute. L'écoute. Il y a des gens moi, j'ai des amis à moi, ils m'appellent, ils parlent pendant 20 minutes, puis ils raccrochent. C'est plate, ça. Sans avoir demandé, et toi, comment va-t-il? Oui, exactement. Ouais. Et puis toi, tu peux vivre des choses terribles et tout ça, mais tu les écoutes et tu fermes. Je n'en veux pas pour autant, ça c'est leur truc. Un jour, il y a un de mes amis qui faisait tout le temps ça. Là. Je me souviens, j'étais parti en voiture. J'avais fait une course de 1/2 heure de temps. Je l'avais appelé pour demander de ses nouvelles, savoir comment ça allait, tout ça. Il a parlé pendant 1/2 heure, puis à aucun moment, il m'a demandé moi comment j'allais. Et quand je suis arrivé à cette place-là, j'ai dit, bon, mais ça, c'est un ami qui tu sais, je veux dire, il faudra que je prenne une petite distance avec lui. Oui, c'est ça le résultat, là. C'est le résultat. Puis depuis que j'ai pris une distance avec lui, là, il revient, puis il comprend. Puis même s'il n'habite pas dans le même pays, on se parle, tu vois. Parce que l'amitié, pour moi, c'est essentiel. J'ai établi des liens d'amitié avec des garçons et des filles que j'ai connus ici au primaire. Puis on n'arrête pas de s'écrire sur Facebook encore. Puis on fait des retrouvailles. Puis quand c'est le funérailles de quelqu'un, on se retrouve. Et puis j'ai aussi établi des liens d'amitié en Égypte quand j'avais 3, 4, 5, 6 ans. Eh bien, ces amis-là d'Égypte, ils m'écrivent, puis on se donne des nouvelles, puis on se souhaite bon anniversaire, puis on a hâte de se revoir. Et les amitiés, pour moi, sont essentielles. Je suis un bon ami. Je suis un gars qui écoute mes chums. Je suis un gars qui les appelle, alors qu'il y a des gens qui appellent beaucoup moins dans la vie. Il y a des gens qui appellent, des gens qui n'appellent pas. Moi, je donne des nouvelles. Je suis ceux qui donnent des nouvelles et qui rassemblent les amis. Quand il y a des gens qui se chicanent, je dis non, 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 on va s'arranger pour qu'ils se remettent ensemble, puis tout va bien, tout ça. Alors ça, je pense que ça aide dans la vie d'être dans la générosité. Ben, la bienveillance. La bienveillance, c'est une personne généreuse de qui elle est. C'est une personne qui fait ses choix de cœur et cette gentillesse-là se transmet avec tous les contacts que tu établis. Moi, je peux en témoigner. Tu es une personne extraordinaire et j'ai toujours eu un plaisir agréable d'échanger avec toi. Merci. Moi, j'apprends beaucoup de ça. C'est gentil ce que tu dis. Tu es une personne adorable, toi, vraiment. C'est vrai, j'ai choisi ça aussi. Ouais. Cela dit, je pense que si on est dans la partie spirituelle de la chose, encore pour résumer tout ça, créer sa réalité, c'est possible pour tout le monde. Il faut juste avoir la confiance. Parce que la confiance, les gens ont peur de ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont nés pour un petit pain, puis beaucoup de gens viennent d'une famille de petits pains, puis ils ne sont pas capables de s'en sortir parce qu'on leur dit non, non, il ne faut pas que tu aies confiance en toi parce que les gens vont penser que tu te prends pour un autre. Ah, fais bien attention, là. Tu sais, parle pas de même. Dis pas que tu es bon dans quelque chose parce que les gens vont penser que tu te prends pour un autre, tu n'as pas le droit de faire ça. Il y a une façon de faire les choses. La confiance, là, c'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui peut se faire détruire aussi par des parents, des amis, des cousins, des frères, des sœurs. La confiance, là, c'est quelque chose de fragile. Mais à partir du moment où tu sais que tu vaux quelque chose, à partir du moment où tu sais que tu peux faire ceci et cela, il faut le vivre, il faut le dire, il faut le faire. Puis,
Puis laisse faire ce que les gens disent. La jalousie, là, il y en aura toujours un peu partout. L'envie, c'est quelque chose qui existe et qui fait partie d'un sentiment maléfique qui traîne un petit peu dans les caniveaux de la vie. Mais c'est pas grave, te promène pas dans les caniveaux. Promène-toi sur le trottoir, monte dans les immeubles, monte au dernier étage, puis dis que tu es là-haut. Et c'est tout. Puis la confiance, là, on a souvent voulu me dire dans ma vie, regarde, n'aie pas trop confiance en toi, les gens n'aiment pas ça. Ah oui? Ben, tant pis pour eux. Parce que dans mon travail, c'est vrai que je vis des choses où les gens disent oui, mais Manuel, il est tout moche, là. Il est confiant, il parle. Ben, il est talentueux, c'est pas plus Il compliqué, a là. des amis, il fait des affaires, tout le temps, il fait des gros parties. Tout. Les gens disent ouais. Mais au lieu de dire OK, on va honorer ça, on va arroser ça, on va fêter ça, non, il décrissent, tu comprends? Et ceux qui sont capables de vivre ça, ben, vivent ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de fun. Et puis, la vie, c'est le fun, nom de Dieu. Tu sais, je veux dire, quoi qu'il nous arrive présentement avec cette foutue pandémie, la vie, c'est quand même le fun. Moi, j'ai établi une relation d'amour avec ma femme pendant la pandémie exceptionnelle. On a profité de cette pandémie pour savoir vraiment comment on pouvait la vivre tous les deux, tout seuls à la maison. Puis, on la vit de manière extraordinaire. On donne des nouvelles à nos amis, on donne des nouvelles à nos parents, on tient les liens. Les liens sont toujours solides, même étant à l'extérieur, ils sont solides. Et puis, je pense que c'est la confiance qui fait que les relations durent. Quand tu n'as pas confiance, tu t'enfuis. Quand tu as confiance, tu restes. Et là, tu vis. Tu sais? Puis, l'amour, comme dirait Louise Latravers, l'amour, Chris, ben, ça, c'est important, l'amour. Aimer les gens, aimer tout le monde, aimer le laid, aimer le beau, aimer l'horrible, aimer le céleste. Tout peut être aimé, ou tout peut être compris, tout peut être accepté. Bon. Moi, je suis quelqu'un d'impatient quand même, malgré tout. Là. Tu sais, je veux dire, la bêtise m'impatiente beaucoup. L'incompétence m'impatiente. Mais à partir du moment où je réagis dans ma tête, je me dis, ah, quelle connerie. Mais après, bah oui, c'est vrai des fois. Ouais, c'est correct, ça arrive, c'est pas grave. Allez, on passe à autre chose, tu sais. Bon, voilà, pose-moi une question, dis-moi ce que tu veux, je t'écoute. Ben, déjà là, c'est très inspirant et c'est naturel aussi. Quand tu as une bonne volonté d'être qui tu es dans cette générosité-là, le respect, le partage, écoute, c'est grandiose, là. Tu as vraiment compris la base humaine sur Terre à partir de tes qualités, tes forces d'être, tu sais. Manuel, c'est génial tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as entrepris. Moi, je te lève mon chapeau, j'ai beaucoup d'admiration, je te bénis dans le sens que tout ceci te Ah, revient bénis-moi, multiplié. Oui, et puis que tu puisses avoir les occasions grandioses vraiment pour installer ton talent puis avoir pas une belle sortie, là, mais tu sais, un beau commencement de nouvelle vie finalement. Ouais. C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite sincèrement que tu puisses Merci. continuer de trouver les défis malgré tes, c'est quoi, 40 années d'expérience dans le domaine artistique québécois? Cette année, 45, là, ouais, c'est ça. 45, je m'excuse, j'étais en dessous du Bon, mais target. ça va, ça va. Mais 45 Si je ans. calcule la première fois où j'ai pris ma guitare et que j'ai chanté professionnellement, c'était en 75. J'étais pas née. J'ai été payé. La première fois que j'ai été payé. Question comme ça, quand tu regardes, exemple, là, La Voix à TVA, je ne sais pas si tu regardes ça, mais là, qu'une de tes Une chansons fois, oui. revient, tu sais, comme Julie Mance est revenue chanter C'est Zéro, Rock Ouais, Voisine est ouais, revenue chanter. ouais, ouais. Comment tu trouves ça que ces classiques-là reviennent aujourd'hui? C'est-tu quelque chose qui te touche de voir qu'il y a une durabilité ou il y a une longévité? Longévité. Ben, Excusez. écoute, oui, ben, c'est évidemment que ça me touche, évidemment que ça me fait plaisir. C'est évidemment que ça prend beaucoup de temps pour que les gens sachent qui a écrit une chanson en passant. Hein. Je veux dire, avant que les gens sachent que Manuel Tadros avait écrit la chanson musique et paroles sur ses zéros,
je veux dire, c'était une chanson de Julie Mars. Ça a toujours été une chanson de Julie Mars. Tu sais? Alors qu'en France, ils voient les choses différemment. Tu sais, ils parlent d'abord de l'auteur, du compositeur, après ça, ils parlent de l'artiste. Et l'artiste, quand il vient, il dit oui, cette chanson a été composée par tel, 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 et je la chante. Ça, c'est une chose qui est un petit peu moins développée ici, mais ça s'en vient. Ça s'en vient parce que je me souviens quand j'avais gagné le prix pour la chanson, que j'avais gagné le prix pour la chanson ayant le plus tourné, d'abord en 1990, c'est Zéro de Julie Mas. J'avais fait un discours à la Socan, j'avais dit, il y a quelque chose que vous ne faites pas ici, c'est que vous n'écrivez jamais sur l'écran qui est l'auteur et qui est le compositeur. Tu sais, vous écrivez seulement l'interprète. Alors, il faudrait commencer, vous êtes ici, vous protégez les auteurs, les compositeurs, les éditeurs, ce serait le fun que vous l'écriviez. Et à partir de là, je ne sais pas si tu te souviens, une émission qui s'appelle La Fureur, à l'époque, qui était très populaire, Véronique Cloutier et tout ça, ils se sont mis à écrire telle chanson, oh, entre parenthèses, auteur-compositeur, machin. Je dis, ah, ça commence à marcher. Et là, ils font toujours maintenant. Hein? Ils font toujours. Même à La Voix, ils le font. À Star Academy, ils le font. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas avant ça. Encore, je suis en tournage sur La Faille il y a 2-3 jours, puis ils disent, hey, c'est toi qui as écrit la chanson C'est Zéro de Julie Mars. J'ai dit oui. Ah, j'ai vu ça, j'ai su ça, je ne savais pas. C'est une de mes chansons préférées, mais je ne savais pas. Donc, ça prend beaucoup de temps que cette culture se fasse au niveau des créateurs. Les interprètes sont souvent les auteurs-compositeurs aussi, là, quand on pense à des gars comme Richard Séguin, Michel Bélanger ou La Pointe, mais souvent, les interprètes qui sortent de Star Academy chantent des chansons qui ne sont pas les leurs. Enfin, oui, ça fait plaisir de voir qu'une chanson peut renaître et qu'une chanson a une vie, parce qu'il y a des chansons qu'on appelle des hits, puis il y a des chansons qu'on appelle des chansons qui durent. Oui, c'est un hit, mais c'est une chanson qui dure, une chanson qui vit. C'est toujours ça qu'on essaye de faire, les auteurs-compositeurs. Est-ce qu'un projet d'écrire un livre, tes mémoires, une biographie, quelque chose, c'est parce qu'il y a beaucoup de vécu, puis il y a beaucoup de choses que tu pourrais partager aussi, qui n'est peut-être pas non plus accessible comme information. Est-ce que c'est un de tes projets? Pendant la pandémie, c'est ce que j'ai commencé à faire. Ah oui! C'est très récent. Tu as mis le doigt dessus avec tes petits yeux coquins. Oui. Oui. J'ai décidé que j'allais écrire un livre. Mais encore une fois, ça fait partie d'être dans l'action plutôt que d'être dans l'attente. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire, il y a plein de projets qui me sont venus. Donc, il a fallu que je mette ça de côté. Il faudrait que je me discipline à dire tous les matins, je me lève, je fais 1 heure, 2 heures d'écriture. Après ça, la vie commence. Je suis sur le bord, vraiment, là, de faire ça. Mais c'est une machine qui ressemble plus à une locomotive plutôt qu'un TGV. Ouais. Si je peux faire une parenthèse, je t'ai posé cette question-là parce que je l'ai vu, ton livre, il est déjà matérialisé. C'est vrai? Oui, c'est pour ça. La pochette est belle. Ben oui, puis c'est drôle parce que c'est une photo en noir et blanc, puis t'es comme ça de profil, puis le livre est comme bleu, rouge, gris. En tout cas, c'est un bel ouvrage. Oh, mais tu me fais plaisir. Là. Ben, je vais juste te dire, c'est pour ça que je pose la question, je l'ai vu le livre. Ah ben oui, mais tu as bien fait parce que j'ai commencé déjà à écrire, je suis rendu peut-être à la 30e page. C'est quand même pas mal. Mais, mais c'est ça, je l'ai abandonné pendant quelques temps parce que j'étais trop occupé. Sinon, oui, ça fait partie d'un de mes projets, en effet. Et en fait, c'est pas une vraie biographie que j'écris, c'est un livre basé un peu sur ma vie et tout ça. Il y a du vrai et du faux, tout mélangé, quelque chose ça va être plutôt quelque chose qui va ressembler à un espèce de roman sympathique, avec un peu d'humour et puis les anecdotes cocasses qui me sont arrivées. Oui, parce qu'il y a du fond, là. Il y a du contenu qui va rejoindre les gens. En tout cas, c'est un beau projet, lâche-les pas. D'accord. C'est la première invitée. Ah, bien, avec grand plaisir, on ira faire un reportage. Je te promets mon premier, le 1, la copie 0, là. Oui. Je te la promets. D'accord? Ah oui? Ah, okay. C'est généreux.
En parlant de livres, Emmanuel, pour te remercier d'avoir accepté notre entrevue, en terminant, j'aimerais te faire parvenir mon livre Guérir avec les stars pour te remercier. Ah, Alors, ben oui, ça me ferait vraiment plaisir de parcourir ton livre. on réglera ça à la fin de l'entrevue. Pour les prochaines décennies qui arrivent, Manuel, je te souhaite sincèrement de pouvoir te réaliser au plus profond de ton âme pour que tu puisses continuer à cheminer les consciences sur Terre et au Québec précisément, avec le vent dans les voiles et toute la prospérité de ton mouvement créateur qui multiplie les opportunités de croissance. Félicitations, Manuel. Je te souhaite sincèrement un grand retour de l'univers pour tout ce que tu crées et tout ce que tu accomplis. Merci infiniment. Tu es charmante. Merci. Et une vraie fan de Pierre Lot en passant. Fait que quand j'ai dit que je te rencontrais, elle a fait Oh! Ah oui, Pierre Lot, c'est drôle ça. Elle va être dans une agence justement pour faire des castings, des rôles, mais elle n'a jamais été figurante ou elle n'a pas eu de contrat encore. Ben, ça va venir, t'inquiète pas. C'est fan de Pierre Lot, puis l'autre, c'est fan du monde artistique. Allô. Est-ce que c'est difficile, les auditions? Ah, très bonne question. OK. Là, toi, tu veux faire des trucs. C'est-à-dire que tu aimerais ça faire soit de la pub ou participer à une série ou un truc pareil, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as déjà suivi des ateliers de jeu? Oui, je suis en formation. Ben, c'est bien. Mais écoute, continue. L'important, c'est de se former, de se préparer. Puis, faire avec une jeune agence, continue à te préparer, à travailler. Et puis, surtout, quand tu fais une audition, c'est comme si tu allais à un party. Au lieu de penser que c'est quelque chose de très important puis que ta vie en dépend, là, non, ta vie en dépend pas. Ça, on va là pour avoir du fun. Puis si jamais tu as du fun à l'audition et que le réalisateur voit que tu as du fun, que tu es une fille qui s'amuse, il y a des chances que tu aies soit le rôle pour lequel tu as auditionné, soit un autre. OK. Il m'est arrivé tellement souvent de faire une audition pour un rôle auquel je tenais et soudainement, le réalisateur m'appelle, il dit « Tu n'auras pas ce rôle, je vais t'en donner un meilleur, là, autre chose, je vais te donner autre chose. » C'est ce que je viens de vivre présentement. Une série qui s'appelle La Faille, qui est une série policière. Ils sont en train de tourner présentement La Faille 2, qui est la 2e saison. Puis j'ai auditionné pour un rôle qui s'appelle Joff, un type assez méchant, solide et tout ça. Puis là, il m'a téléphoné, le réalisateur, il m'a dit « Je te donne le rôle de Chamfort. » Je dis « Ah, je regarde, puis je m'aperçois que j'ai 2 fois plus de jours sur Chamfort que Joff. » Donc, j'étais bien content. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas à une audition, là, c'est relax, total. Pas de nervosité, juste du fun. C'est un party que tu fais. C'est sympathique. Tu dis bonjour à tout le monde. Tu fais ton truc. Tu apprends bien ton texte, par exemple. Tu apprends bien ce que tu as à faire toujours. Tu dois apprendre à l'endroit et à l'envers, comme un Je vous salue, Marie. OK. Et pas à l'envers, d'ailleurs. Mais bon. Alors, non, c'est ça. Tu apprends bien ton texte. Tu l'apprends avec ta maman, avec ta soeur, avec qui tu veux. Tu le fais. Tu pousses pas trop, tu joues pas avec ton visage, tu joues surtout avec ton corps, tu laisses ton visage neutre le plus possible. Et puis, tu t'en vas là avoir du fun. Merci. Ce sont les conseils que je peux te donner.